BFM Business, BFM Bourse, USA Today. Grâce à Grégory Volokin qui nous accompagne chaque jour, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory, qu'on retrouve donc de l'autre côté de l'Atlantique pour cette séance assez mitigée. Un Dow Jones qui progresse, un Nasdaq qui recule un petit peu. La séance d'hier était quand même assez magnifique, la meilleure séance depuis le mois de juin. Comment est-ce que vous analysez désormais la situation, les rapports de force sur ce marché américain, Grégory ? C'est assez clair que le marché monte en général dans deux circonstances. Une circonstance, c'est quand les taux d'intérêt se rabaissent ou baissent un tout petit peu, ça rassure le marché, ou bien quand il y a des nouvelles très positives sur Covid. Et hier, c'était donc l'introduction du vaccin de Johnson & Johnson. Vous enlevez ces deux nouvelles positives de hier. Aujourd'hui, on les a pas. Les taux remontent un peu. Et la nouvelle de Johnson & Johnson, c'est la nouvelle de hier. Ce n'est pas une raison pour baisser, mais c'est vrai que on n'a plus cette tendance très forte de hier, qui était aussi, il faut le dire vraiment, expliquée par le fait que c'était le premier jour du mois. Et le premier jour du mois, beaucoup de fonds américains qui ont reçu du cash, investissent ce cash dans leurs produits financiers. Avec aussi l'espoir toujours sur ce nouveau plan de soutien aux États-Unis de 1 900 milliards de dollars. Bon, c'est peut-être dans les cours, vous allez nous le dire, mais il semble que les choses avancent, même si les dissonances persistent. On en est où sur ce fameux plan à 1 900 milliards, Grégory ? Oui, il avance. C'est même assez certain qu'il va être voté par le Sénat cette semaine, qu'il va être renvoyé à la Chambre des représentants, qui va le voter et ça va atterrir sur le bureau de Biden en principe avant le 14 mars. Comme vous le dites, les dissonances de la part des démocrates, c'est un peu les ajustements qui sont en train de se faire sur le plan au niveau du Sénat. Alors, on sait déjà que, par exemple, le salaire minimum à $15, ça a été abandonné. Maintenant, de quoi on discute ? On discute, par exemple, que pour le moment, dès qu'une famille gagne plus de $75 000, le chèque qu'elle va recevoir, $2 400 par personne, commence à diminuer. Vous me direz, c'est très bien. Sauf que, je dis, commence à diminuer. Et pour certains démocrates, ça devrait diminuer beaucoup plus rapidement parce qu'on se rend compte quand même que des familles aux États-Unis qui vont gagner sur l'année pratiquement de $200 000 de revenus, ce qui est quand même déjà un revenu confortable, vont aussi toucher un chèque. Donc certains démocrates sont un peu sourcilieux. Ils disent il faut essayer, comme on dit en anglais, de targeter le mieux possible ces aides. Et puis il y a aussi Elizabeth Warren qui fait parler d'elle. Il ne faut pas oublier, on l'a peu entendue, mais elle est quand même à la tête de la commission des finances. Et elle ramène sur le tapis un projet qui lui tient à cœur, mais qui ne tient pas du tout à cœur à Joe Biden. C'est un impôt sur la fortune. Pourquoi je dis que ça lui tient à cœur ? C'est parce que ça a toujours été dans le programme d'Elizabeth Warren. Alors là, elle propose un impôt de 2% pour les fortunes supérieures à 50 millions. Et un impôt de 3% pour les milliardaires, donc les fortunes supérieures à 1 milliard. Vous me direz c'est normal, mais c'est peut-être normal, mais ça n'existe pas aux États-Unis. Et même Joe Biden, lui, il est favorable à une augmentation des impôts pour les gens qui gagnent beaucoup d'argent avec des taux d'imposition plus élevés. Mais lui-même, Biden n'a jamais parlé d'impôt sur la fortune. Donc là aussi, une certaine dissension à l'intérieur du Parti démocrate. C'est intéressant. On commence à entendre parler de possibles ISF, impôt sur la fortune aux États-Unis. Idée qui pourrait revenir aussi d'ailleurs en France à l'approche de la présidentielle. On verra. Ça fait partie en effet de ces idées pour trouver de l'argent, essayer de flécher l'argent, les montagnes d'épargne accumulées au service de l'économie productive. Après, est-ce que ça marche ? Bon, il peut y avoir un véritable débat. Du côté des entreprises qui font l'actu, alors justement, on est toujours en pleine phase de publication. C'est intéressant. Et on va aujourd'hui observer, Grégory, sur ces marchés américains, 2 compagnies emblématiques de la pandémie qui publient d'excellents résultats et qui, malgré la sortie de crise, semblent continuer de convaincre les investisseurs. Ce sont les sociétés Zoom et Target de valeurs qui progressent, notamment Zoom aujourd'hui d'un peu plus de 5%. Oui, évidemment, on parlait pendant toute l'année dernière de Zoom. C'était la pratiquement plus belle performance sur les marchés. 400% de hausse de Zoom. Tout le monde utilisait Zoom. Mais en même temps, les investisseurs commençaient à avoir un peu peur parce qu'ils se disaient mais est-ce que ça va être périn cette utilisation de Zoom en sortie de pandémie ? Alors la sortie, elle se fait pas si rapidement, mais surtout en fait, on voit en tout cas aux États-Unis et même en France que encore énormément de gens ne sont pas retournés au bureau
continuent à utiliser Zoom. Et Zoom eux-mêmes, ils disent, après ces hausses phénoménales de l'année dernière, l'année dernière, il faut noter, par exemple, les profits de Zoom ont été multipliés par 17. C'est extraordinaire. Ils disent, on va avoir, par exemple, en 2021, sorti ou pas du virus, une progression de 41% de nos revenus. Et puis, ils disent aussi qu'en fait, ils se considèrent de plus en plus comme une plateforme avec d'autres services. Ils ont introduit un service téléphonique où on peut utiliser Zoom pour laisser des messages téléphoniques, par exemple, déjà 1 million de personnes. Ils soulignent qu'ils ont plus de 160 000 entreprises de plus de 100 000 personnes qui ont signé leur programme Zoom. On peut imaginer que Zoom va essayer d'avoir beaucoup d'autres utilisations, puisque tout le monde utilise Zoom. Alors évidemment, l'utilisation de Zoom pour l'apéritif, c'est très bien, si on aime ça. Est-ce que Zoom va vous livrer des caisses de vin en même temps? C'est pas du tout sûr, mais pour parler sérieusement, ils peuvent imaginer Zoom prendre une place un peu au niveau des réseaux sociaux. Même si on n'a pas envie de socialiser forcément avec ses collègues, c'est devenu quand même un réseau social d'une certaine façon. Quant à Target, Target, c'était aussi la chaîne de magasins qui a tout compris pendant la pandémie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils avaient déjà la chance de ne pas devoir fermer. Pas un seul magasin n'a fermé, puisqu'ils ont un secteur alimentaire qui a toujours resté ouvert. L'autre chose qu'ils ont compris, c'est que les gens qui n'ont pas envie d'aller au magasin, ils sont quand même très contents d'aller chercher les produits qu'ils achètent dans le magasin sans avoir besoin d'attendre des fois des jours et des jours que ça soit livré. C'est le pick and carry, comme on dit aux États-Unis. Et là, les chiffres sont impressionnants. Sur le dernier trimestre, pour Target, augmentation des ventes des gens qui vont donc commander sur Internet et chercher en voiture au magasin de 210%. Donc là aussi, c'est quelque chose, un changement de comportement qui risque vraiment de continuer. Les profits l'année dernière, c'était une hausse de 65%. C'est remarquable. Rien ne laisse supposer que Target, quand coronavirus sera moins une menace sur l'économie, rien ne laisse supposer que eux ralentiront dans leur expansion, puisqu'ils répondent vraiment là à un besoin et à un nouveau comportement des consommateurs. Les fruits de la crise, ces entreprises qui se voient un avenir et sur lesquelles les marchés voient encore un bel avenir malgré la fin, on l'espère, à venir rapidement, surtout aux États-Unis de la pandémie. Et donc Zoom et Target aujourd'hui particulièrement entourés sur le marché américain. Zoom gagne un peu plus d'1% après avoir progressé tout à l'heure de 5%. Alors justement, Grégory, chaque jour, vous apportez à ceux qui nous suivent sur BFM Business votre recommandation, un conseil pour essayer de tirer le meilleur du potentiel de Wall Street. Aujourd'hui, vous êtes à l'achat sur un laboratoire dont on parle beaucoup moins que les autres depuis le début de cette crise. On parle tout le temps de Pfizer, AstraZeneca, parfois Sanofi également. Vous êtes aujourd'hui à l'achat sur le titre Merck. Pourquoi ce choix? Pourquoi Merck aujourd'hui, Grégory? On a l'impression que Merck, c'est un peu le mal aimé parmi les compagnies pharmaceutiques. Vous regardez la performance du titre sur une année, c'est une baisse de 20%. Alors, évidemment, la première raison, c'est que Merck ne fait pas partie de ces laboratoires qui ont développé un vaccin contre Covid. Ils avaient essayé et ils se sont retirés. Bon, ça, c'est déjà, je pense, bien dans les cours. Par contre, Merck, par exemple, aujourd'hui, on va parler de Merck à la Maison-Blanche parce que Joe Biden va annoncer que Merck va lui-même fabriquer les vaccins de Johnson & Johnson. Ça n'a l'air de rien, mais de voir des alliances entre les grands laboratoires pharmaceutiques globaux, c'est très important, je dirais. Parce que chacun va amener ses forces au lieu de se battre les uns contre les autres. Donc ça, c'est un côté positif. L'autre chose, c'est que Merck, ils ont quand même des médicaments extrêmement intéressants. Il y a le fameux Keytruda, qui est un médicament contre le cancer, qui leur rapporte plus de 12 milliards de dollars par année. Mais ils ont aussi quelque chose de tout nouveau qu'ils ont acquis l'année dernière, qui s'appelle le MK7110, qui est tout simplement un médicament qu'on donne aux gens atteints de Covid au moment où la maladie s'aggrave, on le donne avec des stéroïdes. Et en fait, c'est le médicament qui avait été donné à Donald Trump quand il était à la Maison-Blanche avant qu'il aille à l'hôpital. Et en fait, ce qu'on a appris, c'est que Trump était beaucoup plus malade que ce qu'on croyait. Et qu'en fait, il est peut-être passé près du moment où il aurait été placé sous respiration artificielle. Et c'est ce médicament, en fait, de Merck qui lui a peut-être sauvé la vie. Donc là, ça va être aussi un médicament dont on ne parlait pas encore beaucoup, mais qui va être testé sur de plus en plus de monde et qui pourrait vraiment être dans l'arsenal
pour soigner les victimes de Covid. Donc Merck, ça se vend pas cher, hein. Les compagnies pharmaceutiques ne sont pas chères, elle est encore moins chère que beaucoup. Juste pour vous donner une idée, c'est à 11 fois les profits, Sanofi est à 12, c'est pas un gros discount, mais je dirais c'est une compagnie qui un jour reviendra, je pense, sur les devants de la scène et puis surtout, il y a eu tellement de baisses que maintenant le titre a sûrement un point d'entrée intéressant pour un investisseur. Recommandation positive sur Merck, donc avec toujours cet horizon d'investissement moyen, long terme. Merci beaucoup. Merci beaucoup Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, de nous avoir accompagnés. Votre recommandation quotidienne aux alentours de 16h15 sur BFM Business. Alors que Wall Street est mitigé, le CAC continue de surperformer grâce aux valeurs cycliques, aux décotés qui apportent peut-être un peu plus de tonus en ce moment au marché européen, puis des discours peut-être encore un peu plus accommodants aujourd'hui de la BCE par rapport à ceux des différents membres de la Fed, qui semblent convaincre un peu les marchés de privilégier plutôt l'Europe en ce moment. 5834 points sur l'indice CAC 40. BFM Business,